Bonjour, bonjour à tous. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Je me présente quand même d'ici là. Je m'appelle Anouk Rivière-Jérôme. Je suis une recruteuse senior de la société Réseau.tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et nous sommes également une agence de freelancing. Nous sommes spécialisés dans les recrutements techniques. Alors moi-même, je suis ingénieure en électronique. J'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe industriel et ensuite dans des sociétés de services. Et ce qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est les questions qu'on se pose autour du CV et un peu plus spécifiquement pour des ingénieurs seniors, ça pas pour des jeunes diplômés, pour des gens qui ont un parcours, qui ont différentes expériences, qui ont parfois des CV longs, des CV longs comme le bras. Et on va aussi voir ensemble de manière un peu plus spécifique, quand on a un profil technique et qu'on a donc des expériences techniques, comment les mettre en avant et bien les présenter sur un CV. Qu'est-ce qui est attendu globalement en fait par les recruteurs. Et là, ce qui va parler, c'est aussi bien mon expérience personnelle de recruteuse et le feedback que peuvent nous faire les clients, donc les entreprises, clients finaux qui recrutent, quand ils reçoivent des CV. Voilà. On attend encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. J'espère que vous avez un petit café. Moi, j'en ai pris un. On a d'autres webinaires de prévus. Demain, on en fait un spécial consultant en ESN. Ou freelance, c'est-à-dire des personnes qui ont fait de la mission et qui ont parfois en fait des CV, encore une fois, longs comme le bras, des dossiers de compétences plutôt, qu'ils essaient de transformer en CV et qu'ils ont du mal à faire tenir sur une page et aussi ils ont parfois du mal à donner vraiment un sens à tout ça. Parce que les missions peuvent avoir été très variées. Donc il y a des petites techniques pour faire ça bien. On a préparé des slides avec les questions les plus fréquemment posées. On va les dérouler au fur et à mesure. Et je vais répondre. Et en parallèle, dans la conversation, vous pouvez chacun aller mettre un commentaire. Et j'ai Rémi à côté de moi, que vous ne voyez pas, qui lui va lire les commentaires et me les lire au fur et à mesure. Si jamais vous avez une question précise ou pointue, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que vous avez tout à fait le droit, parce que le faire un CV, ce n'est pas une science exacte. Voilà, allez. Encore une petite minute et on attaque. Est-ce qu'on peut voir les slides? Ouais, c'est bon. On va attaquer. Vas-y, la première slide, Rémi, merci. La première slide, on va commencer par les basiques. Parce qu'en fait, cette question, on l'a souvent. Doit-on mettre une photo et doit-on mettre un titre? Alors, ça va permettre aux gens d'arriver après qu'on rentre dans le dur du CV d'enseignant. La première question, doit-on mettre un titre? Oui. Le titre, en fait, va permettre à votre interlocuteur de voir ce sur quoi vous postulez. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Ouais, vas-y, fais rentrer au fur et à mesure. Le titre va permettre en fait de voir ce sur quoi vous postulez et quel est votre positionnement. Dans la partie titre, j'invite en général à dire, vous avez peut-être eu différentes expériences. On va prendre un exemple. Vous avez été développeur, mais vous avez aussi été chef de projet, vous avez été aussi lead d'équipe, vous avez aussi fait de l'architecture. Si vous mettez votre CV tel que en ligne ou si vous l'envoyez comme ça, c'est la personne en face qui va devoir se dire, tiens, aujourd'hui, il a fait ces choses-là qui sont variées. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire aujourd'hui? Si vous mettez un titre, c'est tout bête, mais vous répondez à cette question. Si aujourd'hui vous avez fait plein de choses, mais que vous voulez spécifiquement être chef de projet, si vous voulez spécifiquement un secteur d'activité, si vous souhaitez à tout prix travailler dans une entreprise qui utilise des méthodologies agiles, par exemple, etc., vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre chef de projet, méthodologie agile, pas Scrum Master, mais vraiment aussi travailler des équipes comme ça, dans le secteur aéronautique, par exemple. Donc, le titre a ça comme importance. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs métiers ou que vous êtes ouvert à 2 métiers, par exemple, je peux aussi bien faire développeur senior ou chef de projet, mais s'il y a suffisamment de technique, vous pouvez mettre les deux termes, en fait, dans votre titre. Ça va permettre à l'autre de se projeter, de voir que vous êtes ouvert et il va vous contacter pour des bonnes raisons parce que vous avez exactement ces titres-là sur votre CV. La partie titre aussi, euh, il faut essayer, si vous postulez notamment en candidature spontanée avec votre CV, essayez d'utiliser un titre qui est utilisé dans la société. Je m'explique. Il y a des sociétés chez qui un chef de projet, ça s'appelle un programme manager. Il y a des entreprises chez qui ça s'appelle un chef de projet. Il y a des entreprises chez qui ça s'appelle un chef produit, mais en fait, il est orienté projet. Il va falloir essayer de prendre le titre qui va être celui utilisé dans la société en question et pas forcément le titre que vous avez eu. De même, dans une toute petite structure, vous pouvez très bien avoir été directeur de projet, mais si vous postulez dans une structure plus grande, chez eux, ça va être un responsable de projet.
puisque le périmètre sera beaucoup plus large. Je prends l'exemple, une fois j'ai postulé dans une boîte, moi j'avais géré des projets en tant que directrice de projet, des projets à 1 ou 2 millions. Ils m'ont dit que les projets chez eux, c'était à 100 millions. Donc évidemment, ils n'allaient pas me mettre sur un titre équivalent. Je n'allais pas passer de projet à 1 million à 100 millions comme ça. La photo. La question est bête. Et bête et la réponse est aussi simple. Si vous avez une bonne photo, oui, mettez-la. Ça aide à se projeter parce que le recrutement, c'est quelque chose d'humain. Il n'y a aucune obligation de mettre sa photo, mais ça aide à se projeter sur qui est l'interlocuteur qu'on a en face. Ça aide aussi la personne à se souvenir de vous et à se souvenir du CV qu'elle a vu. On ne met pas une photo de la vie personnelle, on ne met pas une photo qu'on mettrait sur un réseau de rencontres, Tinder ou autre, on ne met pas une photo Facebook. Si on est dans la com, on peut mettre une photo un peu exubérante ou un peu originale, mais si on est dans un métier classique, il faut que la photo elle ressemble un peu à comment vous êtes au travail. Ce que je veux dire, c'est que quand on met sa photo avec un costard cravate alors qu'on a un poste d'ingénieur en R&D et que la plupart du temps on est en bras de chemise, mettez plutôt une photo en bras de chemise qui soit représentative de qui vous êtes. Et s'il n'y a aucune photo qui vous plaît, ben n'en mettez pas. Voilà. Après, vous aurez sûrement votre profil LinkedIn où il y aura aussi une photo. Et aussi, il faut bien voir que les recruteurs, ils vous googlisent. Donc, ils ne vont pas hésiter à taper votre nom sur Google et ils vont voir des photos de vous. Donc, allez aussi voir les photos que Google va ressortir de vous. Pour pas avoir de mauvaise surprise. La question suivante. Alors, je vais juste regarder si on a des questions. La question suivante, le paragraphe de présentation. Alors, on a mis le titre, on a mis sa photo, on a mis ses coordonnées, hein, mais bon, ça, je ne vais pas vous apprendre à faire un CV quand même. De plus en plus, on voit des CV avec un petit paragraphe qui dit qui vous êtes et qui dit ce que vous avez envie de faire. Je conseille à tout le monde de le mettre, comme tout à l'heure avec le titre. Ça va permettre de savoir ce que vous avez envie de faire. Je vais prendre un exemple concret. J'ai reçu une fois un CV d'un administrateur système et réseau. Et dans son petit paragraphe sur le côté, il avait dit, il racontait brièvement son parcours, qu'il était diplômé, administrateur système réseau, qu'il avait X expérience, etc. Et il disait qu'à titre personnel, il était passionné par le spatial et qu'il aimerait idéalement, si c'est possible, travailler dans ce secteur-là et découvrir ce secteur-là qui allierait en fait sa passion personnelle avec son travail qui donnerait plus de sens. Eh bien, c'est le premier que j'ai contacté pour un poste d'administrateur système et réseau pour une boîte dans le spatial. Tout simplement parce qu'il y avait un petit quelque chose en plus et je pense qu'il avait aussi un facteur de motivation en plus pour ce poste. Si vous êtes en recherche d'un poste, par exemple de chef de projet, mais que vous voulez vraiment que la partie technique soit importante dans le rôle, ou alors vous cherchez un poste de manager, mais des fois on peut être manager sans avoir une équipe et de responsabilité hiérarchique, et que c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas à le mettre dans ce paragraphe de présentation. De même, si vous postulez, j'ai eu un candidat qui a postulé de Paris, il m'avait mis dans le paragraphe que lui et sa famille, en fait, c'est un projet familial de relocalisation sur Toulouse. Du coup, je l'ai contacté. Alors que peut-être un Parisien qui postule, je peux me dire, il s'est peut-être trompé, il va vouloir travailler en remote, là c'est un poste à Toulouse. Là, j'ai compris quel était son projet, que c'était un projet réfléchi, qu'il n'avait pas postulé au hasard. Ça s'inscrivait tout à fait avec le poste. Voilà. Enfin, sur le paragraphe, si vous avez une expérience, comme moi, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé dans le semi-conducteur personnellement, et j'ai travaillé dans une société de service. Et mettons qu'aujourd'hui, je ne voudrais plus retravailler dans la société de service et que je voudrais retourner dans l'industrie. Beaucoup de ESN risquent de me contacter. Ils vont perdre leur temps, moi je vais perdre mon temps. Eh bien, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le paragraphe. Pareil, je souhaite, mon projet actuel est de retourner vers le secteur industriel. J'ai un projet familial de relocalisation sur Toulouse. Et puis, vous pouvez rajouter des choses spécifiques. Ce paragraphe, ce n'est pas une lettre de motivation, ce n'est pas du bateau. Ça ne doit pouvoir être dit que par vous. Ça doit être quelque chose d'unique et qu'on ne puisse pas le copier-coller chez quelqu'un d'autre. Voilà pour le paragraphe de présentation. Je ne sais pas si vous en avez sur vos CV, mais je vous invite vraiment à y réfléchir 2 phrases. La première pour dire quel est votre parcours. Moi, par exemple, j'avais un CV à une époque où je mettais que j'étais fort de 15 ans d'expérience dans les hautes technologies au sens large et dans l'industrie. Et ensuite, la deuxième phrase, c'était ce que j'avais envie de faire actuellement. Voilà. La question suivante. Alors, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour le CV pour les seniors. La question, c'est comment bien présenter une expérience technique, parce que les seniors, ils ont plein d'expériences, et ils ont des expériences riches, ils peuvent avoir des CV assez longs. Et nous, on est Réseau Point Tech, on s'adresse à des cadres ingénieurs, donc qui vont être master ou ingénieurs, pardon, qui vont être sur des métiers techniques, dans l'informatique, dans l'industrie, la mécanique, la production. Et il y a des choses, en fait, qui sont attendues. Typiquement,
On attend évidemment que vous mettiez dans quelle entreprise vous avez fait ce poste, mais aussi de dire qui était votre employeur. Je prends l'exemple, si vous étiez en société de service et que vous étiez à Airbus, mais que ce n'était pas votre employeur final, c'est important de faire en sorte que le recruteur le comprenne. Ensuite, vous allez mettre le titre du poste qui était le vôtre. Ça, c'est une chose. Sachant que ce titre de poste, il va être spécifique à l'entreprise où vous êtes. Et ça ne parlera pas forcément aux gens à l'extérieur. C'est pour ça qu'ensuite, dessous, vous allez détailler quelles étaient vos missions principales. Sur les missions principales, je vous invite à mettre toujours des bullet points et à ne pas faire des phrases, ne pas faire des paragraphes, faire en sorte que ce soit très vite lisible. Les débuts des bullet points, réfléchissez pas, ça doit être des verbes et des verbes d'action. Donc, vous avez mené, vous avez dirigé, vous avez créé, vous avez rédigé, vous avez développé, vous avez intégré, vous avez corrigé, vous avez testé. Un verbe d'action, du concret. Il faut que ces actions-là soient réellement représentatives de ce que vous avez fait. Et surtout, il faut que ça soit des choses où vous avez, par exemple, si vous avez beaucoup d'expertise dans on va prendre un poste un petit peu technico-commercial, ou alors même un poste d'ingénieur, vous avez beaucoup fait de réponses à appel d'offres. C'était une grosse partie de votre travail. Vous savez que c'est un plus, vous savez que ça peut intéresser d'autres sociétés. Vous mettez rédaction d'appel d'offres ou alors que vous avez mené des projets de rédaction d'appel d'offres en faisant intervenir plusieurs autres départements, plusieurs autres collègues à vous. C'est important dans chacune de ces items aussi que vous disiez quel était votre niveau de responsabilité. Je veux dire par là que quand vous avez développé quelque chose, mais que vous étiez 15 dans le faire, ou si vous étiez absolument tout seul dans une petite boîte à le faire, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas les mêmes compétences, du coup, qui ressortent. Ça peut être très intéressant de le dire. Si vous avez fait un développement de A à Z, que vous étiez seul sur le projet, que vous étiez en autonomie, mettez-le. Si vous étiez plusieurs et que du coup, vous avez su travailler en équipe, que vous étiez en mode agile sur un projet de développement, mettez-le également. Ne mettez pas juste développement du logiciel ou développement du module XY. Voilà. Précisez le contexte. Ça va permettre de se projeter en fait sur qui vous êtes et ce que vous avez vraiment fait. Ensuite, dans cette expérience technique, dessous, on va rajouter systématiquement, pour une expérience technique, un paragraphe, l'environnement technique. Bien sûr, vous avez votre partie compétences qui est en haut du CV, où vous allez pouvoir mettre les technos, les langages, les logiciels, les outils que vous maîtrisez. Mais si par exemple, vous avez, on va prendre un profil ingénieur en mécanique, vous avez utilisé, le client, il cherche quelqu'un qui a fait du CATIA V5. Vous l'avez mis dans vos compétences, il se dit super, il en a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va aller faire le recruteur? Il va aller lire votre CV, il va regarder dans quelles expériences vous avez utilisé CATIA V5 pour essayer un peu de mesurer le nombre d'années d'expérience que vous avez sur cet outil en particulier. Et surtout, si ce sont vos dernières expériences et que vous êtes, si vous êtes du coup directement, vous pouvez directement travailler dessus, ou si c'est un petit peu loin et que vous allez devoir faire un petit ramp-up pour vous y remettre. Donc, il va aller regarder. Et si du coup, vous n'avez pas mis l'environnement technique dans chacune de vos expériences, il ne va pas retrouver le mot-clé CATIA V5. De même, le recruteur va se dire que vous êtes bon en CATIA V5 si c'est dans vos expériences au début, dans différentes expériences et dans vos compétences, dans votre petit paragraphe compétences au début. Il va se dire, ah ouais, il en a fait beaucoup, il a une véritable expertise. Cet environnement technique, vous pouvez, franchement, c'est la boîte à mots-clés. Des fois, vous ne cassez pas la tête. Le but, c'est de mettre des technos, des langages, des outils, des logiciels, des normes aussi, des méthodologies. L'agile, dans l'automotive, on a l'automotive Spice, on a le safe, etc. Tout ce que vous avez pu avoir comme contexte. S'il y avait de la dockerisation, si vous avez touché à des petites choses qui sont parfois un petit peu même originales, vous pouvez le mettre. Et il faut que ça soit vraiment en lien avec ce que vous avez mis, évidemment, juste au-dessus au niveau des bullet points, et que ça soit logique. Si vous avez dit que vous étiez chef de projet et que vous faisiez globalement de la gestion, et que derrière vous mettez plein de langage informatique, on ne va pas comprendre. Mais le fait de mettre, si vous êtes chef de projet, de mettre quand même l'environnement technique dans lequel vous étiez, sachant que vous ne développez pas vous-même, ça va amener un plus. On va se dire, tiens, ce chef de projet, il a été dans un environnement, par exemple, où il y avait de la radionavigation. C'est super, nous aussi, on fait de la radionavigation. Un point aussi que vous pouvez rajouter, c'est optionnel, ça dépend en fait de votre contexte et le contexte de l'expérience, c'est de rajouter le projet, en respectant bien évidemment la confidentialité quand même de celui-ci. Je prenais l'exemple de la radionavigation. Vous étiez consultant dans une ESN, vous avez fait une mission à Airbus et vous étiez sur un projet qui était un projet de radionavigation par les systèmes, par exemple Galileo. Ça, vous pouvez le mettre, ça va nous permettre de contextualiser l'endroit où vous étiez. Parfois, vous pouvez ne pas avoir été sur un projet précis ou alors, dans la même entreprise, vous pouvez avoir travaillé sur différents projets.
Et sur ces différents projets, l'environnement technique n'était pas le même et même votre niveau de responsabilité n'était pas le même. Vous pouvez même avoir fait les deux en même temps. Prenons un exemple. Vous êtes développeur d'un module d'une application et en même temps, on vous a mis lead d'une autre application. Où là, vous leadiez une petite équipe. C'est intéressant de mettre les deux. On va se dire, OK, c'est quelqu'un qui est lead, mais qui est capable de mettre les mains dans le cambouis, qui ne va pas hésiter à faire les deux et qui aura une certaine agilité pour jongler. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez mettre le premier projet et tâche que vous avez fait l'environnement technique, ainsi que le deuxième. Sur l'expérience technique, j'en ai brièvement parlé, on a bien sûr la partie compétences qu'on va mettre au début. Alors là, il faut faire attention. Il faut être très exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dire toutes les choses sur lesquelles vous avez touché. Mais il faut faire en sorte que des petits outils ou des petits technos dans lesquels vous n'avez plus envie de travailler, ne les mettez pas en exergue. Je prends un exemple, je contacte un candidat qui avait du Java, du Python et du C. Moi, c'était pour une mission où il y avait principalement du Python et du C. Le gars me dit, bah non, moi je veux faire surtout du Java, le Python, j'ai fait que l'aborder, j'ai un petit peu de connaissances, mais en réalité très peu, et c'est du Java que je veux faire. Dans ce cas-là, je vais lui dire, mettez dans votre titre développeur Java, déjà on va vite comprendre ce que vous avez envie de faire. Bam. Et ensuite, si vous avez que des notions de Python, si vous avez fait que du scripting, précisez-le. Ou alors, vous pouvez aussi mettre en gras. Par exemple, vous mettez le Java en gras, les autres à côté, on va comprendre que c'est là que vous recherchez plus spécifiquement. Une chose que vous pouvez mettre aussi, mais qui est optionnelle, notamment si vous avez eu une position un petit peu de chargé d'affaires ou une position de manager avec du lead, ou si vous avez accompagné un changement dans votre entreprise, c'est de rajouter un dernier petit paragraphe, les résultats. Je m'explique. Votre projet était très contraint, vous avez réussi avec votre équipe à livrer ça à temps et dans les délais. Rajoutez-le. Vous avez, par une méthodologie que vous avez proposée, alors que vous étiez développeur, vous avez réussi à augmenter le taux de couverture de test de X% et vous en avez parlé à vos collègues. N'hésitez pas à mettre des chiffres là-dessus, ou alors, si vous avez fait des réponses à appel d'offres, donnez le poids, donnez le budget des réponses, des choses comme ça qui vont pouvoir donner une valeur à vos résultats. Ça, c'est quelque chose que font systématiquement les commerciaux. Typiquement, ils vont vous dire de combien ils ont augmenté le chiffre d'affaires, quels sont les chiffres d'affaires qu'ils ont brassés. Les techniques, ils pensent beaucoup moins, mais ça peut être intéressant dans certains contextes. Voilà. On peut passer à la question suivante. Comment faire si vous avez des trous dans votre carrière? Alors là, on est sur des profils seniors, c'est ce que vous êtes. Donc, vous avez fait des choses différentes dans votre carrière. Vous pouvez très bien, à un moment donné, avoir été entre deux boulots, au chômage, ou en intermission dans l'ESN, en intercontrat dans l'ESN où vous étiez, avoir repris des études. Je vais prendre un exemple. J'ai un candidat, je vois un trou dans sa carrière, assez important, de plus d'une année, une année et demie. Par contre, son CV fait sens, c'est-à-dire qu'il a toujours été dans le même domaine technique. Là, je lui pose la question. Et en fait, il s'avère qu'il avait choisi de passer un concours administratif. Donc, ce gars-là n'était pas du tout resté sans activité. Il avait bossé comme un malade le concours, il l'avait préparé. Pour X raisons, il ne l'a pas eu. Très bien. Ou même s'il l'a eu, il a finalement choisi de ne pas rester dans ce domaine. C'est dommage d'avoir un trou dans le CV qui montre une discontinuité qui va faire tiquer le recruteur et qui va se faire poser des questions. Le but, c'est d'être la première personne que l'on contacte et pas d'être la dernière en disant oui, celui-là, c'est pas clair, bon, il y a des choses à clarifier. Vous pouvez mettre une très simple phrase. Vous pouvez mettre la phrase préparation du concours XY et finalement, on comprend qu'il n'y a pas eu de trou. De même, si vous avez choisi de vous occuper de vos enfants, eh ben, c'est très bien, c'est un travail, c'est une occupation, c'est un choix de carrière et vous avez eu beaucoup de courage ensuite, ça peut avoir même duré plusieurs années, de retourner au travail sur votre domaine technique et de vous y replonger, de vous réadapter. Donc au contraire, ça peut être valorisé et en tout cas, ça peut expliquer ce trou dans votre carrière. De même, j'ai eu une candidate, il y avait un trou entre son diplôme de master en électronique et son premier emploi. Et en fait, en discutant, elle m'explique qu'elle avait complété son master par une licence, donc un niveau en dessous, mais une licence différente en optique. Et elle avait acquis du coup une double compétence. Quel dommage. Alors, mais par contre, elle voulait travailler sur son master en électronique. Très bien, mais quel dommage d'avoir laissé un trou. On a l'impression que cette pauvre candidate allait rester pendant un an à ne pas chercher, à ne pas trouver de travail, ce qui n'était pas le cas. Elle était en activité. Elle explique dans son petit paragraphe d'accroche qu'aujourd'hui, elle cherche à revenir sur l'électronique et à se travailler dans le master qu'elle a. Par contre, elle a une compétence en optique qui peut être intéressante pour certains clients. Si par exemple, ils font l'électronique sur des capteurs optiques, elle va amener une compétence et une compréhension technique supplémentaire. Donc, au contraire, ça peut être valorisé.
Ne laissez pas de trou, il n'y a pas de trou dans votre vie, il ne doit pas y avoir de trou dans votre carrière. Ça, c'est mon conseil. La suivante. Je vais juste regarder si on a S'il y a des questions. questions. Non, il n'y en a Non, pas. non. Vous pouvez pas se poser des questions dans les commentaires ou vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. La suite. 2 pages ou plus, c'est bon quand même. Alors, on est sur des seniors, on est sur des carrières longues. Souvent aussi, on peut vous avoir demandé, vous pouvez être en société de service et du coup, vous n'avez pas un CV, mais vous avez un dossier de compétences où vous décrivez de manière très longue vos différentes compétences, vos différentes expériences. Du coup, vous vous retrouvez avec des CV, donc comme le bras, qui peuvent faire 5 ou 10 pages. Un dossier de compétences, ça fait 5 ou 10 pages. Ceci n'est pas un CV, ceci est un dossier de compétences. Ceci peut être un complément intéressant à votre CV. Vous pouvez dire dossier de compétences disponible sur demande, mais simplifiez le travail du recruteur. Faites en sorte que votre CV il tienne sur 1 ou 2 pages. 2 pages, il n'y a pas de souci. On peut comprendre que quelqu'un qui a un PhD, quelqu'un qui a fait du coup des publications, qui a eu une carrière longue et différents types de métiers dans différentes industries, ça va justifier qu'on explique les deux. Dans ce cas-là, il faut à tout prix que sur la première page, déjà, il y ait vraiment les informations clés. Qu'est-ce qu'il a envie de faire et les expériences qui sont liées à ça. C'est-à-dire que les expériences liées à ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, principalement sur la première page. Les autres expériences qui peuvent donner une coloration à votre CV, on va les reléguer sur la deuxième, ainsi qu'on peut reléguer aussi vos centres d'intérêt personnels, on va reléguer aussi votre formation, parce que quand on a 15 ans d'expérience, on ne va pas venir regarder votre école. Si vous êtes un junior, la partie formation, elle est plus récente, on va la mettre au début. Si vous êtes un senior, de toute façon, ils vont aller la chercher à la fin. Pour un senior, on va plutôt avoir le titre, la photo, le petit paragraphe de présentation. En dessous, on va avoir les compétences. Moi, je conseille toujours de faire 3 parties, de mettre 3 petites boîtes, d'essayer de simplifier pour votre interlocuteur, de ne pas nous faire une boîte à tout en émettant des tonnes de trucs. Vraiment expliquer quelle est votre force et quelle est votre expertise. Ensuite, vos différentes expériences. Si vous avez par contre une formation, par exemple en agile, et qu'aujourd'hui vous voulez exclusivement travailler dans l'agile, ça serait intéressant du coup peut-être de mettre vos formations du coup au début pour montrer que vous avez une formation diplômante et récente. Par exemple aussi, si vous êtes chef de projet, vous avez le PMI ou le PMP, précisez-le assez rapidement. Vous pouvez même le préciser dans votre titre d'ailleurs. Vous pouvez dire que vous êtes Scrum Master certifié, machin de chose, que vous êtes ingénieur cloud AWS et que vous avez la certification architecte. Vous pouvez le mettre dans le titre, si c'est si important que c'est vraiment un élément différenciateur. Par contre, un recruteur, il va passer en moyenne 34 secondes sur un CV. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de réponses à des annonces. Il y a beaucoup de CV. Le but, c'est que le vôtre, il sorte du lot et qu'on comprenne très vite ce que vous avez envie de faire et en quoi vous correspondez au poste. Donc, simplifier le travail. La première page doit avoir toutes les informations clés. Le dossier de compétences, c'est intéressant. Notamment, à un moment donné du process, vous allez sûrement avoir un interlocuteur technique. Celui-ci va vouloir creuser beaucoup plus loin. Vous pouvez d'ailleurs postuler avec les deux. J'ai des fois des candidats qui postulent, ils me mettent leur CV sur une page, le résumé. Et ensuite, c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça d'ailleurs résumé, pour info. Et ensuite, ils me mettent un dossier de compétences, ça détaille beaucoup plus sur compétences techniques. Ou alors, des fois, ils ont sur leur CV un lien vers un site web, une page web qu'ils ont faite, où ils ont mis toutes leurs compétences, où ils ont mis beaucoup plus de détails. Voilà. On arrive à peu près sur la fin. J'ai un autre point à rajouter. Je l'ai dit tout à l'heure, les recruteurs vont vous googliser et vont vous regarder également sur LinkedIn. Faites en sorte que votre CV soit vraiment en ligne avec votre LinkedIn. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des fois des gens qui postulent et en fait, quand je vais voir sur le LinkedIn, il y a des expériences qui n'apparaissaient pas sur leur CV. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi ils ne les ont pas du tout mentionnées. Quand je vais voir sur le LinkedIn, les choses sont précisées différemment. Par exemple, sur le CV reçu, il me dit qu'il était à Airbus. Sur son LinkedIn, il était à Capgemini, il travaillait pour Airbus. Donc déjà, moi, ça me fait me poser plein de questions. Faites en sorte que les deux soient harmonisés et que l'information qui est disponible sur vous soit vraiment la même partout parce que systématiquement, les gens vont aller regarder ces informations. Question suivante. Est-ce qu'on en avait? On arrive vers la fin. Alors, est-ce que tu peux me remettre les... Oui, la dernière page, voilà, celle-ci. Ça, c'est le programme de la semaine, c'est tout ce qu'on a raconté. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a publié cette semaine sur la page réseau.tech, le titre, donc là, on en a parlé.
Faire son CV sous Canva, alors là, c'était pour les outils. Si vous ne savez pas comment faire votre CV aujourd'hui ou si vous voulez refaire votre CV, par pitié, ne reprenez pas le CV que vous avez fait il y a 20 ans pour rajouter une expérience. Faire son CV, c'est une réflexion. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle orientation? Quelles sont vos aspirations actuelles? Il faut que votre CV donne toutes les informations pour dire, ah ouais, je comprends pourquoi il a envie de faire ça aujourd'hui, pourquoi il fait ça fait sens. Donc, replongez-y vous. Vous avez, par exemple, donc Canva, c'est un outil surtout de visuel, hein, où on peut faire du texte et mettre des images. Mais il y a beaucoup de templates, et surtout les fameux templates que vous avez avec la bande sur le côté coloré, etc., qui est très à la mode aujourd'hui. Vous allez trouver des templates sous Canva. Ça va pouvoir faire un CV très propre, très aéré. Et vous allez galérer avec Word, vous galérez beaucoup moins avec Canva. Par contre, il faut impérativement l'enregistrer en PDF et que ce soit un PDF où on peut sélectionner les mots et le texte. Tout simplement parce que vous allez envoyer votre CV, il faut que le recruteur puisse copier-coller votre nom et votre numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. De même, vous allez tomber sur des grands groupes, notamment sur des robots automatiques qui vont aller lire votre CV. Il faut que votre CV, du coup, soit lisible par un robot, donc privilégiez le PDF. L'esthétique du CV est importante. Ce que je veux dire, c'est qu'un CV avec une bande noire sur le côté, du noir et blanc, bah, ça fait avis de décès. Si vous mettez des couleurs, du violet, du jaune et du orange, des couleurs très, très punchy comme ça, très originales, bah, assumez-le hein, si vous êtes comme ça. Sinon, c'est que vous êtes dans la com, donc ne faites pas ça. Faites des choses qui sont quand même faciles à regarder. Des CV bleus et blancs, on en voit partout et c'est propre à regarder. N'abusez pas non plus sur les icônes. Je sais que souvent on aime bien mettre par exemple, plutôt de mettre, genre Airbus, on va plutôt mettre l'icône, le logo, mais ce n'est pas lisible par les systèmes informatiques qui ne vont pas lire Airbus et qui vont voir le logo. De même, quand on va télécharger rapidement votre CV, il se peut que les logos passent mal. Donc, n'hésitez pas à mettre plutôt du texte que de mettre des logos partout. On peut mettre des petites icônes pour le numéro de téléphone, etc. Mais dans la majeure partie, on va privilégier du texte. On en a parlé aussi, on a fait un post cette semaine sur les références sur le CV. Donc là, il y a deux écoles. Ça peut être intéressant si vous n'allez évidemment pas donner des références de l'entreprise où vous étiez, à moins que l'entreprise ait fait faillite ou X raison. Du coup, vous avez quelqu'un qui va se porter garant de ce que vous avez fait. Moi, je trouve toujours intéressant quand des candidats nous mettent les références et les coordonnées. Par contre, évidemment, il faut avoir contacté ces personnes référentes avant pour avoir leur autorisation. Il ne faut pas le mettre non plus, ces coordonnées et ce mail, sur un CV qui va être publié en ligne, sur LinkedIn, etc. Parce que là, vous diffusez de la donnée personnelle. Vous pouvez mettre aussi une petite phrase disant que les références sont disponibles sur demande. Et dans ce cas-là, si on vous les demande, il faut qu'elles soient prêtes. C'est toujours intéressant de donner des références. Certains grands groupes, ça fait partie intégralement de leur process et ils vont vouloir parler à des personnes chez qui vous avez travaillé. Dans ces références, on ne met pas son tuteur de stage d'il y a 10 ans, hein. On met des personnes, soit des N+1, c'est-à-dire quelqu'un qui était votre manager, soit un pair, c'est-à-dire un collègue, quelqu'un qui est au même niveau de vous, qui va pouvoir attester que oui, vous avez bien passé tant d'années dans cette entreprise, que oui, vous aviez bien ce poste-là et ce type de responsabilité, ou alors quelqu'un qui a été dans vos équipes aussi. Par exemple, si vous êtes manager, rien n'empêche de mettre un de vos anciens collaborateurs qui est maintenant dans une autre boîte. Du coup, le recruteur va pouvoir le contacter, va pouvoir savoir un peu quel type de manager vous étiez, va pouvoir vérifier la taille de l'équipe, etc., que vous aviez. Et ça ne vous mettra pas en porte-à-faux par rapport à l'entreprise où vous êtes actuellement. Voilà. On a fait aussi un post sur les soft, hard et mad skills. Donc, les hard skills, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est les compétences techniques. Les soft skills, c'est votre savoir-être. Et les math skills, c'est le petit plus qui fait la différence. Imaginons que vous êtes un ingénieur électronique et vous avez tout un garage avec plein de matériel et que vous faites de la domotique, que vous faites des choses, vous avez fabriqué vous-même un quadricoptère ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. On se dit que c'est quelqu'un vraiment de passionné, qui bidouille, qui met les mains dans le cambouis. Ça amène une petite connotation, une coloration différente à votre CV. Donc, vous pouvez aller sur la page et vous pouvez regarder la semaine prochaine. On va publier des choses autour de l'entretien de recrutement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. On a des webinars donc la semaine prochaine, dans 2 semaines, sur l'installation freelance, c'est aussi une activité. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir un petit email cet après-midi pour que vous puissiez donner votre avis sur ce webinar. Et je vous remercie.